Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Passé Simple. Aujourd'hui ça va saigner parce qu'on va parler de la guerre de Corée. Putain un ours. Cette guerre, qui a duré de 1950 à 1953, est à l'origine de la partition actuelle entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Allez, c'est parti! Pour comprendre cette guerre, il faut remonter à la fin de la Seconde Guerre mondiale. La Corée fait alors partie de l'Empire japonais depuis 1910. En juillet-août 1945 se tient la conférence de Potsdam, où les grandes puissances vainqueurs, États-Unis, Royaume-Uni et URSS, redessinent le monde en décidant du sort des vaincus et de la gestion des territoires libérés. Le cas de la Corée est discuté, et tous les acteurs sont favorables pour qu'elle redevienne un État indépendant une fois le Japon battu. Juste avant la reddition du Japon le 2 septembre 1945, l'URSS, qui a déclaré la guerre à l'Empire quelques jours plus tôt, envahit le nord de la Corée afin de la libérer. De leur côté, les Américains demandent aux Russes une limite claire afin de stopper la progression de leurs troupes et pouvoir libérer de leur côté le sud du pays. Ils viennent en effet de se rendre compte de l'importance stratégique de la Corée vis-à-vis du Japon qu'ils doivent occuper. Le problème pour les Américains est de trouver une frontière à la fois visible et acceptable par les Soviétiques. Deux officiers sont chargés de cette délicate mission quelques jours avant la reddition japonaise. Passe-moi la règle. Et voilà, t'en penses quoi? Pas mal. Bon, on va boire une bière? Ouais, on va bien bosser aujourd'hui. C'est parti. Dans l'urgence et avec une carte de la Corée pour toute ressource documentaire sur le pays, les deux officiers, au mépris de l'histoire nationale, choisissent le 38e parallèle comme limite. 125 000 soldats de l'armée rouge occupent le nord, alors que 72 000 Américains arrivent avec peine en Corée du Sud. Ils obtiennent la reddition du gouverneur japonais en Corée, mais ne reconnaissent pas le gouvernement provisoire coréen, considéré comme gênant. Le président américain Truman pense qu'il faudra du temps pour que la Corée soit indépendante, et il nomme le général Hodge pour régir la Corée du Sud dans un premier temps. Les Coréens sont mécontents du sort qui leur est réservé. Les Américains les considèrent en effet comme des vaincus, au même titre que les Japonais. Hodge constitue son propre gouvernement, ce qui provoque l'éclatement du gouvernement d'indépendance. L'ultranationaliste Syngman Rhee, candidat pressenti à la présidence, arrive en Corée le 16 octobre 1945 avant de refuser l'exercice du pouvoir dans ces conditions. Très bien, on vous renvoie au Japon. Je m'occupe de tout maintenant. Et le gouvernement coréen? Quel gouvernement coréen? Entre 1946 et 1947, les États-Unis et l'URSS mènent des négociations en vue de l'unification de la Corée, en vain. Pendant ce temps, un ancien résistant communiste qui a combattu les Japonais pendant la guerre prend la tête de la Corée du Nord avec la bénédiction de l'URSS. Il s'agit de Kim Il-sung, qui possède l'appui du peuple car il fait voter une loi agraire en vue de distribuer les terres. Il s'installe à Pyongyang en février 1946 et constitue un gouvernement suivi d'une élection d'une Assemblée populaire suprême. En toute modestie. De son côté, Syngman Rhee se présente aux élections organisées dans le Sud. Il obtient les 3/4 du suffrage, ce qui lui permet de devenir président. Mais il perd rapidement de sa popularité car il s'agit d'un conservateur acharné. Il refuse ainsi toute loi agraire de redistribution des terres. De fait, 3% de la population détient 60% des terres. Les États-Unis critiquent sa politique et tentent de faire pression sur lui, mais en vain. Quoi? Même les Américains sont gauchistes maintenant? Tout se perd de nos jours, tout se perd. En juillet 1948, la République de Corée est reconnue par l'ONU au Sud, ce qui entraîne une réaction des communistes le 3 septembre suivant, qui proclame la République démocratique populaire de Corée.
le Nord est tellement démocratique que Kim Il-sung est élu à 99% des suffrages. Madame Young, je n'ai pas de très bonnes nouvelles. Votre mari est mourant. Mais rassurez-vous, il tiendra jusqu'aux prochaines élections pour voter Kim Il-sung. Je vous en prie. Bon, excusez-moi, je dois aller installer les urnes au service pédiatrique. Au revoir. En 1948, les États-Unis et l'URSS retirent leurs troupes d'occupation de Corée. L'année suivante, les forces communistes de Mao Zedong prennent le contrôle de la Chine continentale. De même, la même année, l'URSS fait exploser sa première bombe atomique. Elle est désormais à égalité avec les États-Unis. C'est l'équilibre de la terreur. Kim Il-sung désire unir la Corée sous sa direction. Il décide d'envahir le Sud après avoir consulté Staline et Mao, qui le soutiennent. Kim est sûr de son coup. Il possède des avions, des chars et des armes fournies en grande quantité par l'URSS. De plus, ces hommes possèdent une grande expérience de combat car ils ont combattu en Chine. En face, il n'y a que de jeunes recrues mal armés car les États-Unis ont refusé de fournir à la Corée du Sud un véritable arsenal afin d'éviter que leur allié déclenche une guerre. Camarades, la guerre a été déclarée contre les forces impérialistes, capitalistes, contre les Américains. Mais ayez confiance dans le pouvoir et la force du socialisme scientifique, du communisme. En 3 semaines, c'est plié. Les enfants, je me rappelle qu'en 14, on nous avait dit qu'on en aurait pour 3 semaines et finalement, on en a pris pour 4 ans, hein. Le 25 juin 1950, le Nord attaque le Sud. C'est le début de la guerre civile, 200 000 hommes traversent la frontière. Pour se défendre, le Sud possède moins de 100 000 hommes avec une arme pour 2. Pire encore, les sudistes ne disposent d'aucun avion de combat, aucun char et seulement 20 avions de transport. J'entends un bruit. Des chers ennemis. On va leur péter la gueule. Vas-y, prends ça. Vise bien. Pas. Ça rebondit, tu tires mal. Recharge. Pas. Je me casse. Le 26 juin, les États-Unis demandent le cessez-le-feu. Le lendemain, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit sans l'URSS. Cette dernière boycotte le Conseil car c'est la Chine nationaliste de Formose qui est reconnue et non pas la Chine communiste. Ainsi, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Chine nationaliste et la France ont les mains libres. Ils décident de sanctions économiques et militaires contre Pyongyang. Il est convenu qu'une force de l'ONU parte pour défendre la Corée du Sud. Bon, qui vote pour la guerre? Les absents ont toujours tort. Je déclare solennellement que le Conseil de sécurité destiné au maintien de la paix vote la guerre à l'unanimité. Merci. Dès la décision prise, Truman nomme le général MacArthur à la tête des forces onusiennes. Ce dernier est chargé de gérer le Japon occupé depuis 1945. Il doit mobiliser une partie des troupes stationnées dans l'archipel nippon et les envoyer en Corée. Dans le même temps, les armées nord-coréennes avancent à toute vitesse. Le 28 juin, elles arrivent à Séoul, et les sudistes n'ont pas d'autre choix que de fuir face aux chars indestructibles. Le lendemain, la capitale tombe. 1 million de civils sont en fuite, le gouvernement se réfugie à Pusan, à l'extrême sud. L'armée ne compte plus que 54 000 hommes sur les 100 000 de départ. Le 30 juin, une coalition se forme autour des États-Unis avec la Grande-Bretagne, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les Philippines et la France pour les plus gros contingents. Une première force américaine de 540 hommes est aéroportée en Corée depuis le Japon. Ces soldats ne sont pas les troupes de la Seconde Guerre mondiale. Très peu d'entre eux possèdent une expérience de combat. Cela n'empêche pas les officiers de dire à leurs hommes qu'ils seront rentrés dans une semaine, car les ennemis auront peur de l'armée américaine. Je me rappelle en 14. Ça va, on a compris. Oh, bon, très bien. Moi, ce que j'en disais, c'était pour aider. Petit con. Hélas, sur le terrain, les choses ne se passent pas du tout comme prévu. Les Américains ne sont guère mieux équipés en matériel anti-char que les sudistes. Je
suis votre colonel. Je vais vous montrer comment il faut se battre. Tiens, prends ça dans le temps. Voilà. Les crimes de guerre commencent des deux côtés. Les Coréens du Nord exécutent leurs prisonniers, tandis que les Américains voient des ennemis partout, harcelés par les guérillas communistes qui se cachent parmi les colonnes de réfugiés. Ils se mettent alors à tuer des civils. À Nogunri, entre 300 et 500 civils sont mitraillés et bombardés par l'aviation. 200 massacres de ce type sont recensés. Cependant, sur le terrain, la situation change peu à peu en faveur des forces de l'ONU. Les renforts sont en effet enfin arrivés. De leur côté, les nordistes se sont usés après 2 mois de guerre. Il ne leur reste plus que 70 hommes valides sur les 200 000 de départ. Ils essuient désormais tellement de pertes qu'ils sont obligés de recruter dans la population et parmi les prisonniers sudistes. Dis-le que t'es volontaire. Allez, dis-le. Je suis volontaire, ne me tuez pas! Très bien, bienvenue dans l'armée populaire de Corée. La Corée du Nord? On n'est pas populaire sans raison. Le 28 septembre, Séoul est reprise par les forces onusiennes. Le gros des troupes nord-coréens finit par se replier au nord du 38e parallèle. Pendant ce temps, Syngman-rhee rentre à la capitale. MacArthur fait alors un discours de victoire à ses côtés dans un parlement quasi vide qui vient de subir les combats il y a à peine quelques heures. Je ne saurais décrire l'émotion et la fierté qui m'habitent en ce jour où nous restaurons l'autorité du gouvernement coréen à Séoul. Ce moment solennel est le symbole d'une amitié éternelle entre nos deux pays sur des bases solides. Que Dieu protège la Corée et l'Amérique! À présent que la Corée du Sud est libérée, une question se pose. Faut-il franchir le 38e parallèle et envahir le Nord? L'ONU décide que oui, et attaque le 7 octobre 1950. La situation coréenne préoccupe tellement l'institution internationale qu'elle oublie de traiter l'attaque du Tibet par la Chine le même jour. Bonjour, je signale que l'armée chinoise nous attaque. Nous n'avons pas les moyens de nous défendre. Aidez-nous, sans l'ONU, nous ne sommes plus rien. Vous êtes notre seul espoir. Dégagez, c'est pas pour les touristes ici, on discute de choses sérieuses là. Prenez ça, cassez-vous. Clochard. L'avancée de la coalition est rapide. Les Nord-Coréens se rendent en masse. Le 19 octobre, la capitale Pyongyang est prise. Kim Il-sung se réfugie dans les montagnes boisées de l'extrême nord. Le 26 octobre, les Américains débarquent à Wonsan, et à chaque fois, les ennemis fuient sans résister. Fin octobre, les forces de l'ONU s'approchent du fleuve Yanou, à la frontière chinoise. Le Yanou est un cours d'eau stratégique qui comporte de nombreux barrages alimentant en électricité le nord de la Chine. Mao ne veut en aucun cas laisser les Américains s'en approcher, car l'industrie du pays en dépend. Mao envoie plusieurs fois des troupes harceler les Sud-Coréens et les Américains. Ces soldats se battent sans insigne afin de ne pas être reconnus. La rumeur court que des Chinois combattraient aux côtés des Nord-Coréens, mais MacArthur n'y croit pas vraiment. Il estime que les Américains seront rentrés pour Noël. En 14 aussi, on nous avait dit qu'on serait rentrés pour Noël et puis... Les Chinois dissimulent très bien leurs forces. Les Américains estiment qu'il y en a tout au plus 70 000 parmi les troupes communistes. En réalité, l'armée chinoise compte à elle seule 300 000 soldats. C'est toujours la même chose. 70 000 sur la police, 300 000 sur la CGT. Le gouvernement veut nous diviser. Mais il va pas y arriver. On va rien lâcher, on va tout bloquer. Une nouvelle menace se profile cependant dans les cieux. Des MiG-15 soviétiques font en effet leur apparition. Il s'agit du tout premier avion à réaction soviétique qui surclasse de loin les autres chasseurs américains. Les pilotes soviétiques combattent sans insigne afin de ne pas se faire reconnaître. Personne ne doit en effet savoir que des Russes combattent des Américains. Ces derniers se doutent bien de la situation, mais ils n'ont absolument aucune preuve. Pire encore, ils découvrent que ce sont les Anglais qui ont vendu des réacteurs à l'URSS en 1946 et qui ont permis à ces derniers d'obtenir ces MiG-15. Dites-moi, Stratford, pourriez-vous m'expliquer le fait que des réacteurs britanniques se trouvent sur des avions soviétiques? Do you want a cup of tea? Oh, Johnson, you're not a gentleman. Les 25 et 26 novembre 1950, les forces de l'ONU s'avancent vers le Yanou
tandis que les Chinois se massent à la partie ouest de la frontière. L'offensive générale est lancée le lendemain, le 27. Les trompettes, les sifflets et les explosions par milliers font un vacarme épouvantable. Les forces de l'ONU reculent face à la marée humaine chinoise. L'hiver, rude dans la région, rend la guerre difficile. Les armes et les véhicules fonctionnent mal. Il fait moins 30 degrés, les fleuves sont gelés et l'infanterie chinoise passe sans problème. MacArthur sent le danger venir et ordonne le repli derrière Pyongyang. Oh shit! Je pourrais pas tenir ma promesse de faire entrer les gars avant Noël. Mais si, mon général, certains seront rentrés pour Noël. Et puis le sapin, c'est toujours festif. La situation est si désespérée que le président Truman n'exclut plus l'usage de la bombe atomique. Le 24 décembre 1950, MacArthur demande officiellement une bombe pour la larguer en Mandchourie, en Chine. L'état-major refuse car Truman a finalement peur de l'escalade. MacArthur est furieux, il veut absolument utiliser l'arme atomique. Laissez-moi utiliser la bombe atomique! Ça a fonctionné pour le Japon, ça marchera aussi pour la Chine! Ah! Arrêtez de me brider en Asie! Sur le front, la situation est critique. Les forces de l'ONU abandonnent Pyongyang et se replient derrière le 38e parallèle. Les sudistes, enragés par la défaite, massacrent les opposants sans jugement et même les enfants sont abattus. Séoul tombe pour la 3e fois. Les Américains sont finalement repoussés le 7 janvier 1951. Les 9 et 10 janvier, un bataillon français est débarqué en Corée puis envoyé au front. Les Américains sont relativement sceptiques vis-à-vis des Français, pour qui ils restent avant tout les grands perdants de 1940. Mais le bataillon tient bon, il attaque à la baïonnette et fait un carnage. Il arrive même à reprendre une ville à l'ennemi. Les officiers américains recommandent alors à leurs hommes d'utiliser davantage la baïonnette. La baïonnette? Ah que c'est bon pour tuer! La baïonnette est un outil tranchant à ne pas laisser à la portée des enfants, ne pas utiliser sur la femme enceinte et à utiliser sans modération sur les communistes, voir les modalités sur les champs de bataille participants. Le 25 janvier 1951, le général Ridgway, qui remplace désormais MacArthur à la tête des opérations, lance une fausse offensive vers le nord afin d'attirer l'ennemi et lui causer un maximum de pertes. Il réussit, 10 000 communistes y laissent en effet la vie. Ridgway se moque d'avancer, tout ce qu'il veut c'est de tuer un maximum de communistes. Il enchaîne en février et en mars avec 2 opérations au nom évocateur, l'opération Tueur et l'opération Éventreur. Les représentants de l'ONU s'offusquent du nom de ces opérations. Le général aurait alors dit « Eh bien, ces gens découvrent qu'à la guerre on tue du monde. Franchement, c'est beaucoup plus vite avec une bonne petite bombe atomique. » Le 14 mars 1951, les Américains parviennent à reprendre Séoul. La ville change de main pour la 4e fois. Fin mars, le 38e parallèle est à nouveau atteint. Après une attaque chinoise infructueuse en avril, les forces de l'ONU franchissent le 38e parallèle et s'établissent sur des positions fortifiées les mois suivants. Le 23 juin 1951, le délégué de l'URSS à l'ONU invite les belligérants à négocier. Beijing accepte, les États-Unis aussi. Malheureusement, c'est un échec total et les combats reprennent en août dans une guerre de tranchées. Comme rien ne bouge, les négociations reprennent entre octobre 1951 et janvier 1952. En vain, encore une fois. Entre 1952 et 1953, les choses restent à peu près les mêmes sur le terrain et les négociations en restent à un jeu d'influence. Mais la situation politique internationale bouge enfin. Le 4 novembre 1952, Eisenhower est élu président des États-Unis sur la promesse de faire la paix en Corée. Il se rend dans ce pays et annonce que si les négociations n'aboutissent pas, il utilisera la bombe atomique. Bon, vous allez l'utiliser cette bombe atomique à la fin! Mais ce qui change véritablement les choses, c'est la mort de Staline le 5 mars 1953. Il avait 73 ans. J'ai eu le temps de pourrir le monde, n'est-ce pas? Et pour ceux qui croient en faire, je vous réserve une place au chaud. Oh, 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 oh. Oh, mais ça brûle ce truc. Le 28 mars, tout le monde se met d'accord sur un plan de paix. Le 27 juillet 1953, l'armistice est enfin signé. Le bilan est très lourd. La guerre de Corée a fait 3 millions de morts, dont 2 millions chez les civils. Et tout cela pour rien, car c'est le retour au statu quo, la Corée est toujours divisée,
et la frontière suit à peu de choses près le 38e parallèle. Aujourd'hui, il existe toujours deux Corées radicalement différentes. Le Sud s'est développé avec la mondialisation, tandis que le Nord reste l'État le plus fermé du monde. Même mort, Kim Il-sung demeure le président éternel de la Corée du Nord. Son petit-fils Kim Jong-un dirige le pays d'une main de fer en étant le premier secrétaire du parti. Voilà, cet épisode de Passé Simple est à présent terminé. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner. Générique!